Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous donner 10 conseils qui, si votre entreprise les appliquait, vous rendraient beaucoup plus heureux au bureau. Alors je sais, il n'y a qu'à Faucon, pour le bien-être au travail c'est assez commun. Nous le savons toutes et tous, le bien-être au travail c'est fondamental. Et pas que pour des raisons humanistes bien entendu. Les études sont nombreuses à montrer l'impact économique du bien-être au travail. Un exemple parmi tant d'autres ? Friday, une entreprise qui a montré dans une étude que le turnover des salariés reculait de 17,5% et la productivité augmentait de 7,5% si le bien-être au travail augmentait. Une autre étude, je ne peux pas résister, je suis désolé, la fabrique Spinoza fait chaque année un baromètre national du bonheur au travail. Eh bien cette année, cette étude a montré que 34% des actifs sont insatisfaits dans leur travail et que 1 salarié sur 2 ressent du stress ou de la fatigue au travail. Encore pire, 44% des salariés français, selon cette étude, ne savent même pas pourquoi ils travaillent. C'est la perte du sens au travail. Mais je sais ce que vous allez me dire. Ouais, le bien-être au travail c'est important, mais ça coûte cher de s'occuper en plus de ça. Ok, mais se réveiller le matin en sachant que l'ambiance au bureau sera bonne, c'est tout de même mieux que d'y aller à reculons, non ? Vous savez, avec cette espèce de petite boule au ventre qui fait qu'on n'a pas très envie de se lever du lit et résultat, on va snoozer 2, 3, 4 ou 5 fois avant de se décider à attaquer sa journée. Toutes les entreprises n'ont pas forcément les moyens, ou l'envie bien entendu, de se payer un Chief Happiness Officer dont le métier sera de faire que le bien-être des salariés au quotidien sera au top. Mais malgré cela, il est tout de même possible d'augmenter le bien-être sans dépenser un sou. Si, je vous assure. Vous ne me croyez pas ? Je vais vous donner 10 exemples très rapides. La première technique. Faire une réunion hebdomadaire. Je vous entends d'ici crier « Encore une réunion, une de plus, oh non !» Eh oui, je suis très surpris que cela ne soit pas une règle absolue dans toutes les équipes de faire une réunion hebdomadaire. Commencez la semaine par une réunion, même très courte, moins de 30 minutes, 1 heure grand maximum, avec toute l'équipe pour faire un point sur la semaine qui vient de s'écouler, parler de la semaine à venir et de ses objectifs. Échanger sur la vie de l'entreprise pour faire circuler l'information, c'est absolument fondamental et ça coûte rien. Trop de collaborateurs souffrent de ne pas savoir ce qui se passe au-delà de leur poste de travail. Et ce type de réunion les remet dans une perspective plus large, plus valorisante. Et cela apporte du bien-être. Alors, petite technique si vous voulez que ces réunions soient très courtes, faites-les debout. Pas besoin de s'installer dans une salle de réunion, assis pendant des heures. La deuxième technique, diffuser du positif. Quand quelque chose de bien dans une équipe se passe, féliciter la personne, c'est bien. Mais le faire savoir, c'est encore mieux. Nous avons une tendance naturelle en entreprise à considérer que faire du bon travail est une chose normale, acquise, et qu'en conséquence, cela ne sert à rien d'en faire tout un plat. Savoir valoriser le bon travail n'en générera que plus. Et on passe souvent à côté de ces petits détails, mais quand quelque chose de bien dans l'équipe se passe, le faire savoir à l'ensemble de l'équipe, positiver cette bonne nouvelle, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur l'ensemble des personnes travaillant pour vous. La troisième technique, valoriser les mauvaises nouvelles et les échecs. Alors ça semble paradoxal. Mais quand quelqu'un fait une erreur ou rate un contrat, il faut savoir le mettre en valeur. Oui, vous m'avez bien entendu. Hurler sur le responsable ne sert à rien d'autre qu'à l'humilier et à faire peur aux autres membres de l'équipe. Au contraire, parler de l'erreur et réfléchir collectivement, si cela s'y prête, à la façon d'éviter que cela se reproduise, ça, c'est constructif et positif. Agir ainsi permet de réduire le stress de l'équipe, d'augmenter sa créativité en osant sortir de sa zone de confort et surtout de se tourner vers l'avenir. Et honnêtement, si à chaque fois que vous avez une mauvaise nouvelle, vous vous faites hurler dessus, ça ne vous pousse pas à travailler en toute confiance, mais plutôt à essayer de cacher sous le tapis les mauvaises nouvelles. Pire, cela va vous pousser à ne rien essayer qui puisse rater. Ne pas faire cela tue la créativité, c'est aussi simple. La quatrième technique, avoir des attentions surprises. C'est quoi des attentions surprises ? Alors, débarquer au bureau avec un paquet de chouquettes sans autre raison que celle de faire plaisir, offrir des fleurs pour une naissance, pour un anniversaire, je ne sais quoi. Toutes ces petites choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'activité économique de l'entreprise, mais qui rappellent qu'avant d'être des professionnels, nous sommes des êtres humains. Il ne s'agit pas de planifier ce genre d'action, mais au contraire de suivre ses impulsions. Généralement, ces attentions se multiplient dans les entreprises qui adoptent ce comportement, et ce n'est pas désagréable à vivre. Très honnêtement, se retrouver avec un petit cadeau, tout ça parce qu'on a rendu service à quelqu'un, ça fait toujours plaisir, c'est positif. Et encore une fois, c'est quelque chose que nous faisons dans notre vie personnelle. Autant le faire dans notre vie professionnelle, c'est comme cela que notre bien-être va augmenter. La cinquième technique, déjeuner avec ses collaborateurs et collaboratrices de façon régulière. Quand on est au bureau, les échanges ne sont pas les mêmes qu'autour d'un déjeuner.
moins formel, souvent plus personnel. Les échanges autour d'un bon plat avec son boss, cela peut être valorisant, mais surtout, cela permet d'avoir une relation beaucoup plus naturelle au quotidien. Trop de managers ne déjeunent qu'avec leur équivalent hiérarchique, rappelant à ses collaborateurs qu'ils ne sont pas au niveau pour déjeuner avec Dieu. Et cela est valable à tous les niveaux. Lorsque j'étais chez TF1, bon ok, ça remonte à très longtemps. Patrick Lelay, le PDG à l'époque, organisait régulièrement des petits déjeuners avec une dizaine de collaborateurs de tous les niveaux hiérarchiques pour échanger librement sur l'entreprise. Et ce genre de comportement est incroyablement valorisant et surtout, on a l'impression de participer véritablement à l'entreprise. Le 6e point, traiter les problèmes. Un problème, nous le savons tous, ne disparaît pas en regardant dans le sens opposé à celui-ci. Chaque collaborateur en a, chaque jour, des petits ou des gros. Cela peut aller de sa lampe qui ne marche plus au client qui veut annuler un gros contrat. Il est fondamental de considérer chaque problème et surtout de le traiter de façon efficace. Trop de managers considèrent que seuls les problèmes prioritaires à ses yeux doivent être traités, ce qui au final fait que de petits problèmes non traités, cumulés les uns aux autres, démotivent les équipes et génèrent une mauvaise ambiance. Ce qui peut vous sembler à vous comme un détail peut être absolument fondamental pour votre collaborateur ou votre collaboratrice. Changer l'ampoule d'une lumière qui est trop éblouissante, ok, c'est pas un truc extrêmement stratégique selon vous. Mais si vous y prêtez attention, si quelqu'un vient vous voir en disant que c'est fondamental parce que ça lui donne mal à la tête tous les jours, à ce moment-là, il faut impérativement y prêter attention. Le 7e conseil, stimuler la critique. Le chef infaillible, vous le connaissez, vous ? Ben non, moi non plus, je vous rassure. Un manager doit pousser ses équipes à critiquer ses décisions, sa stratégie, à challenger, comme on dit, de façon un peu moderne et prétentieuse. Si à chaque fois qu'il prend une décision, tout le monde applaudit des deux mains, non seulement il finira par se sentir très seul, mais surtout l'implication de ses collaboratrices et collaborateurs va baisser petit à petit. Après tout, pourquoi participer à une décision alors que celle-ci a déjà été prise et validée par une seule personne ? Après tout, si mon boss a toujours raison, à quoi bon apporter mes idées ? Stimuler la critique, demander aux équipes de participer et de challenger ses idées, c'est comme ça qu'il va y avoir une véritable dynamique de groupe très propice au bien-être. Le 8e conseil, rencontrer ses équipes. J'ai connu des managers qui s'enfermaient dans leur bureau du matin au soir, et cela ne favorise en aucun cas une bonne ambiance. Un manager doit traîner de temps en temps à la machine à café, passer dans les bureaux et dire bonjour, avoir quelques conversations informelles. Bien entendu, il ne peut consacrer toute sa journée entière à cela, mais le faire de temps en temps au cours d'une journée. Ça le détendra et surtout cela sera l'occasion pour ses collaborateurs et collaboratrices d'éventuellement aborder des sujets qui ne peuvent l'être en réunion. Une nouvelle idée, un problème, un sujet personnel. C'est à lui de stimuler la libération de la parole. Plus une entreprise parle, plus elle est saine. J'ai connu une entreprise que je ne peux nommer où la culture du silence était reine, et les rumeurs malveillantes également. La pire des choses pour l'ambiance dans une entreprise. Mon conseil, passez à minima 5 à 10 minutes le matin et 5 à 10 minutes le soir à la machine à café pour parler, ou si jamais vous êtes fumeur, à l'espace fumeur. Il est important d'avoir des conversations informelles avec ses équipes. Le 9e conseil, il est vraiment tout basique, dire bonjour. C'est la plus simple des choses, et pourtant combien de managers dès leur arrivée au bureau ont le nez plongé dans leur smartphone et ne disent bonjour absolument à personne, si ce n'est éventuellement à leur supérieur hiérarchique. Lever le nez de son smartphone et dire bonjour à toute personne vivante croisée, ça ne coûte rien et ça fait du bien. Vous savez qu'il y a certaines entreprises, je pense à Wrigley par exemple, où le manager n'a pas le droit d'aller s'asseoir tant qu'il n'a pas dit bonjour à tout le monde dans son équipe. Et quand on dit dire bonjour, c'est dire bonjour, ça va, et attendre la réponse. Et ça, en termes de valorisation et de bien-être, cela a un impact gigantesque et ça coûte absolument rien. Le 10e et dernier conseil, interdire les réunions après 18h. Non, la vie en entreprise n'est pas prioritaire sur la vie personnelle et il est bon de le rappeler de temps en temps. Les entreprises agissant ainsi déculpabilisent totalement les collaborateurs qui n'ont pas ou plus à s'excuser d'avoir des enfants auprès de leur boss lorsque celle-ci annonce qu'ils souhaitent organiser une réunion à 19h un vendredi. Il y a trop de réunions, nous le savons toutes et tous. Donc, interdire les réunions après 18h ou encore mieux, si vous souhaitez diviser par 2 le nombre de réunions. Voilà un conseil tout simple à suivre. Imposer le fait que la personne qui organise une réunion doive envoyer à tous les participants dans la demi-heure qui suit la fin de celle-ci un compte-rendu. Pour toute personne qui a rédigé un compte-rendu, nous sommes bien d'accord, rédiger un compte-rendu, c'est juste. C'est quoi le mot déjà ? Chiant. J'ai déjà fait ça dans une entreprise, nous avons divisé par 2 le nombre de réunions parce qu'avant d'organiser une réunion, la personne se demande « Ok, est-ce que c'est vraiment fondamental ? Est-ce que le temps que je vais passer à rédiger ce compte-rendu est légitimé par l'utilité de cette réunion ?»
Et dans 50% des cas, la réponse était non, et nous avons supprimé 50% de réunions. En conclusion, bien entendu, le bien-être en entreprise ne se limite pas à ces quelques points, mais croyez-moi, si ces 10 petits trucs tout simples étaient appliqués dans toutes les entreprises, le niveau moyen de bien-être augmenterait grandement. Idéalement, ces règles doivent être imposées par la direction générale de l'entreprise à l'ensemble de ses managers. Mais comme cela n'est que rarement le cas, je le regrette, mais c'est comme ça. Chaque manager à son niveau peut agir et changer petit à petit les comportements. Et si jamais vous n'êtes pas manager, aucun problème, parlez-en à votre manager, mettez ça en place, suggérez-lui, managez votre manager, faites-le grandir et expliquez-lui pourquoi c'est important. Vous pouvez également lui faire écouter ce podcast, mais bon, ça c'est un petit peu moins discret. Comme je le rappelle souvent, une étude menée en 2014 par le département d'économie de l'université de Warwick au Royaume-Uni montre que la productivité d'une équipe heureuse augmente de 12% par rapport à une équipe qui ne l'est pas. Donc à vos marques, prêts, on y va. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.